Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonne année. Oui, je sais, on est en plein mois de février, mais c'est pas grave, on va quand même faire le bilan de janvier. Janvier qui est passé à toute vitesse, mais j'ai quand même eu le temps de faire quelques lectures. Ça va être l'occasion aujourd'hui d'en parler. Vous allez voir, c'est un mélange assez étonnant puisque vous avez de la fantaisie, de la romantaisie et du théâtre classique, du théâtre moins classique. Peut-être qu'à la fin, je vous parlerai de mes prochaines lectures aussi, qui sont en cours de route. J'ai bien avancé d'ailleurs, et j'espère pouvoir très vite, fin février, mine de rien, on est quand même à la moitié, puisque février c'est plus court, très vite vous en parler. Voilà, donc je lance immédiatement le générique, et on est parti. Je ne savais pas trop commencer, fantasy ou théâtre classique. Eh bien, vous savez quoi, on va choisir le théâtre classique et on va parler de Corneille. Corneille qui est bien plus connu pour le Cid ou peut-être Médée, qui sont deux tragédies, et je mets des guillemets à tragédie parce qu'avec Corneille, c'est pas toujours évident de classer ses pièces de théâtre. Corneille qui est donc un grand dramaturge du 17e, je crois, si je ne me trompe pas dans mes siècles, parce que je suis vraiment nul avec ça. Corneille qui, pour moi, est l'un des plus grands. J'adore le Cid, j'adore Médée. Je trouve que Corneille, il a un talent fou pour écrire et développer des personnages qui sont torturés, qui se posent des questions, qui réfléchissent, qui ressentent des choses, qui sont pleins de contradictions. Et c'est ça que j'aime chez Corneille. Le héros du Cid ne sait pas s'il doit venger sa copine, ou au contraire ne pas la venger, mais perdre le respect de son père, etc. Et ça paraît simple comme ça, et en réalité, Corneille arrive à en faire quelque chose de prodigieux, d'extraordinaire, moi je trouve, qui me fascine, dans une poésie qui est exceptionnelle. Pour moi, c'est un maître de l'antithèse, du chiasme, de tout ce que vous voulez, qui souligne les contradictions. La Place Royale, c'est un petit peu différent de tout ça, puisque c'est censé être une comédie. Quand je pense comédie et théâtre, évidemment, je pense à quelqu'un qui fait parler de lui au même moment, Molière. Et donc j'ai abordé un petit peu cette pièce de théâtre en ayant Molière en tête, et j'ai été du coup extrêmement surpris, voire déçu, parce que, comédie, je ne ris pas beaucoup. Ouais, j'ai pas beaucoup rigolé. Donc je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alidor est amoureux d'Angélique. Sauf que Alidor n'aime pas l'idée d'être amoureux, il a l'impression que ça le dépossède, qu'il va être soumis à des sentiments irrationnels, et donc, pour se délivrer de ce sentiment-là, décide de livrer Angélique à son meilleur ami. Et c'est toute la pièce, c'est Alidor et Angélique qui s'aiment, mais Alidor ne veut pas être avec Angélique. Voilà. Le sentiment amoureux lui fait peur, l'effraie, il a l'impression que c'est inconstant, que ça ne durera jamais, que ça va changer. Il veut être maître de lui-même et donc refuse le sentiment amoureux. Ce qui est étonnant déjà dans cette pièce, c'est que généralement les deux amants, lorsqu'ils sont séparés, c'est parce que quelqu'un veut œuvrer pour leur mal. Et là, c'est pas le cas. Là, en fait, les deux amants ne sont pas ensemble parce que c'est l'amant lui-même qui ne veut pas être avec sa promise et qui va tout faire et tout mettre en œuvre pour qu'ils ne soient jamais réunis l'un et l'autre. C'est vraiment très étonnant parce qu'on est loin de la farce de Molière et des gags assez grossiers. Corneille, lui, essaye de créer une comédie noble. Il veut que ses personnages soient élevés, il veut que la comédie ne repose pas, j'allais dire, sur des éléments grossiers, grotesques, qu'on rit du langage ou quoi que ce soit. Au contraire, la comédie est vraiment ailleurs et on se rapproche. En tout cas, Corneille, pour moi, s'inspire davantage de ce qui se faisait à l'époque dans la pastorale, c'est-à-dire on étale le sentiment amoureux sur la place publique et on essaye d'en étudier, en tout cas d'en exposer ses contradictions, ses effets. Et du coup, ça donne une étrange pièce de théâtre, vraiment très étrange. Et Corneille lui-même le reconnaît au bout d'un moment, parce qu'il va être très critiqué là-dessus. Et c'est ça que j'aime chez Corneille, c'est qu'il ne respecte absolument pas, bon, en tout cas, il ne parvient pas à respecter les règles de l'époque concernant le théâtre, notamment la règle des 3 unités. Et sa pièce, c'est un petit peu, j'allais dire, branque-ballante. À un moment donné, elle semble se terminer, finalement elle repart. C'est étonnant. Honnêtement, quand je l'ai lu comme ça, moi j'étais pas spécialement convaincu. Je me dis mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais après avoir un
un petit peu étudié la volonté de Corneille, ce qu'il a cherché à faire et ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, je la trouve quand même intéressante. Voilà, pas au point de la recommander, pas au point de dire allez la voir, parce que c'est juste de jolies personnes qui, dans un langage très très joli, disent des choses comme je t'aime moi non plus. Hein. Pour moi, c'est une sorte de gossip girl de l'époque. Mais je trouve que ça, voilà, ça a quand même un intérêt du point de vue histoire littéraire clair. Et je comprends pourquoi cette pièce de théâtre a eu du succès à son époque, mais n'a pas été retenue comme les grands chefs-d'œuvre de Corneille. J'en ai profité pour le mois de janvier pour finir la partie 2 du tome 3 des archives de Rorschach de Brunson Sanderson. Enfin! Quand l'année a commencé, je me suis dit, allez, on repart dans Sanderson, il faut absolument terminer ce tome 3. Il fait 800 pages, c'est que c'est un gros pavé, mais généralement, c'est le moment le plus plaisant où les éléments commencent à se rassembler et à former quelque chose de cohérent, et c'est là où l'histoire avance. Ça a été vraiment une lecture très 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 compliquée. Parce qu'en fait, pour moi, le problème, c'est que dans le tome 1 et le tome 2, Sanderson commence à construire les bases de son univers, nous donne des réponses sur le grand méchant. Et le problème, c'est que on sait que le tome 3, c'est pas la fin, et le tome 4 non plus. Et donc je me disais, qu'est-ce qu'il va raconter dans ce fameux tome 3 ? Et pas grand-chose, honnêtement. Pour moi, c'est un tome de transition, clairement. On n'affronte pas directement le grand méchant, donc on va aller affronter des choses, des sbires, si vous voulez, qui ne sont pas le grand méchant. Et j'arrivais pas à ressentir ça comme des vraies menaces. Je trouvais que c'était très confus. On commence à multiplier de plus en plus les points de vue, et les points de vue sont pas forcément tous intéressants. Il essaye pourtant, je trouve, de renouveler, notamment avec le personnage de Shallan, les problèmes. Moi je pensais que les problèmes de Shallan seraient réglés avec le tome 2, puisque c'est son point de vue qui est mis en avant. En réalité pas du tout, il y a encore énormément de conflits, mais je trouve que ça n'avance pas. Il faisait déjà ça dans Fils des Brumes avec un personnage en plein conflit et il nous explose, ouais c'est un petit peu ça, il nous expose ce conflit pendant 600, 700, 800 pages. On n'arrive pas à une conclusion. On attend la conclusion parce que ça devient un petit peu lourd et c'est un peu sa seule façon de faire exister le personnage, c'est-à-dire que son arc narratif n'est qu'une forme de complainte ou d'hésitation et ça devient trop long. J'adore Sanderson, je trouve qu'il est extraordinaire sur bien des points, mais je persiste et je signe que si vous avez un tome de 1600 pages, c'est qu'il y a quand même un problème quelque part. On lui dit oui à tout, on lui a tout accordé, on a dit ok c'est un génie, tu veux faire 1600 pages, très bien, pas de problème, on signe, tu fais comme tu veux. Je pense que à ce moment-là, il devrait simplement dire ok 1600 pages c'est pas possible, faire des tomes de 400, 600, j'en sais rien, pages, et vraiment de se dire ça c'est mon début, ça c'est ma fin, et je veux qu'il y ait une cohérence. Évidemment que le tome 3 a une cohérence, mais pour moi il y a trop de moments où soudainement on fait des sous-parties, des sous-sous-parties et on n'avance pas. Pour vous donner un exemple, à un moment donné, le groupe justement de Kaladin, Shallan, tout ça, sont en mission. Il leur arrive quelque chose, ils disparaissent. Franchement, je pense que tout le voyage de ce groupe aurait pu être complètement supprimé et résumé en quelques pages ou en un chapitre au moment où on les redécouvre. C'est-à-dire qu'il y a un grand mystère, ils ont disparu, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui leur est arrivé. Et on se retrouve avec les personnages qui attendent leur retour. Sont-ils morts, sont-ils vivants, où sont-ils, que fait-il ? Ça aurait donné plus d'impact à leur retour et ça nous aurait épargné une intrigue qui dure, qui est longue, qui m'a semblé un petit peu inutile dans un endroit que je déteste. J'en parle pas plus parce que je veux pas trop vous spoiler, j'ai pas envie, mais je pense qu'il y avait moyen de faire autrement, de faire moins long. Parce que je suis pas contre la longueur, mais il faut que je sois tenu en haleine du début jusqu'à la fin. Et je vous le dis, ça a été de plus en plus douloureux, à tel point que le moment où ça commence vraiment à bouger, où j'étais « Ah, ça y est, ça va exploser », en réalité, je l'ai lu vraiment très vite. Je lisais, j'étais de moins en moins intéressé, j'ai dit « Bon, allez, vas-y, on avance ». Et pourtant, à la fin, il s'est passé vraiment des choses extraordinaires que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'étais plus dedans. J'avais envie d'en finir et j'étais saoulé.
Il rajoute les points de vue même des méchants. Et par moments, on se rend compte qu'il a plus le temps de développer certaines choses. Donc, allez, on est tous amis. Moi qui avais adoré justement la construction de l'amitié entre certains personnages, d'un seul coup, il y a des personnages qui depuis le début sont ennemis jurés, ils se sont fait des saloperies, et là en 2 secondes, sans vraiment de dialogue ou quoi que ce soit, allez hop, on combat ensemble, côte à côte, il n'y a pas de souci, on va régler ce problème dans le tome 4. Ouais, je sais, le moment est urgent, mais quand même, enfin, il y a un passé que vous pouvez pas oublier. Franchement, après avoir fini donc ce tome 3, je me suis dit, je vais faire une grande pause de Sanderson. Là, j'ai besoin un peu de me ressourcer. Sauf qu'on m'a dit que le tome 4 était quand même vraiment très bien. Au secours, délivrez-moi. Je suis une victime, je suis prisonnier, je suis enfermé dans la cave de Sanderson. Et il m'a donné la clé. Mais vraiment, je peux sortir quand je veux, je suis torturé et je crois que c'est un peu une forme de sadomasochisme. Je n'ose pas en sortir. Il fait ce qu'il veut de moi, mais clairement. Donc tome 3, Justicière, je suis très mitigé parce que pour moi, ça commence à patiner. Voilà. À la fois, j'adore ces personnages et en même temps, je retrouve en fait tous les travers de Sanderson où il commence à faire durer son histoire parce qu'il veut développer son univers complexe. Oui, il y a 9 machins, c'est pas Pokémon, enfin je sais pas, est-ce qu'on va vraiment faire comme ça toutes les arènes pour voir à chaque fois lorsqu'ils obtiennent leur badge? Je trouve en fait que dans Rorschach, il y a parfois une logique de série télé. Ce qui marche en série télé, pour moi, ne marche pas forcément dans un roman. J'ai l'impression d'avoir ma saison de 24 épisodes, avec au milieu un climax, où à chaque épisode, on apporte, on empile, on crée un peu de mystère, mais on fait une pause en fait. L'épisode, on l'a vu, on fait quelque chose d'autre dans la semaine, puis après on fait l'épisode suivant, etc., etc. Je trouve que ça ne marche pas vraiment pour un roman, où on va lire à la suite 50 pages, 50 pages, 50 pages, et on accumule au point à un moment donné de se dire « j'en peux plus, stop, j'ai pas mes réponses, je sature ». Même dans une série télé, parfois on sature, mais je trouve qu'il y a un format de série télé clairement, ou en tout cas, moi je le lis comme ça, avec tous ces points de vue où, ouais, pour moi, au bout de 100 pages, on a fait un épisode. C'est très bien. Mais c'est pas une série télé. Et j'attends pas la même chose. Voilà. On se retrouve dans quelques mois pour parler du tome 4, sûrement et sans surprise. Sans transition aucune, on passe à nouveau à du théâtre avec Bernard-Marie Coltès dans La solitude des champs de coton. Alors, je ne connaissais pas du tout le théâtre de Coltès, ou en tout cas, j'avais un vague souvenir de Roberto Zucco, période du lycée. Mais Coltès, c'est un théâtre pour moi qui m'était complètement étranger, parce que c'est un théâtre, entre guillemets, récent. Et je sais que le théâtre récent, souvent, c'est un théâtre qui est assez déconstruit. Quand je dis déconstruit, c'est que il n'y a pas beaucoup de décors, il n'y a pas beaucoup d'histoire, il n'y a pas beaucoup de personnages. Et ben c'est exactement le cas. Donc j'étais très sceptique quand j'ai commencé la lecture. Et en fait, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Ça raconte l'histoire d'un dealer et d'un client. L'histoire commence comme ça. Le dealer aperçoit le client dans la rue, il lui dit « Hé, toi, j'ai quelque chose à te vendre. Toi, là, tu me regardes, ça veut dire que tu es intéressé. Tu as quelque chose, tu veux sûrement m'acheter quelque chose. Dis-moi ce que tu veux et je te le vends. » Le client dit « Non, mais c'est vous qui m'avez interpellé, moi j'ai rien à acheter. » Et toute la pièce va être un dialogue entre ces deux personnages qui sont en conflit et en recherche justement de fin de conflit. L'un ne veut pas dire ce qu'il vend, l'autre ne veut pas dire s'il veut acheter quelque chose, ce qu'il veut acheter. Et c'est que ça, c'est des longues tirades sur vous êtes comme ceci et voilà ce que vous cherchez en réalité. Et alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Trouillet, c'est complètement nul. Ouais, et en même temps, c'est assez extraordinaire de ce que ça raconte et ce que ça développe. C'est-à-dire qu'il y a un discours sur l'humanité, sur l'homme, sur ce que ça représente, sur sa peur du contact, d'être lié, de comment faire confiance aux autres, de qui est ennemi, de qui est ami. Il y a beaucoup de choses de ce qui est légal, de ce qui est illégal, de ce qu'on ose faire, de ce qu'on n'ose pas faire, de ce qu'on ose s'avouer, de ce que... Et moi, j'ai commencé à avoir une lecture, j'allais dire quasi homo-érotique en fait, de cette pièce. Clairement, pour moi, c'était presque, j'allais dire, le rendez-vous Grindr.
Vous allez me dire, mais il est complètement fou. D'abord, il y a une forme de désir. Clairement, hein, le désir est mis en avant dans toute la pièce. Hein, cette idée de que désire-t-on, que désires-tu, est-ce que le désir, on le révèle ou non. Et en plus, c'est Bernard-Marie Coltès. Pour moi, il y a toujours une forme de double langage un peu sensuel. Donc, c'est une drôle de pièce. Elle est assez étonnante. Je sais pas ce que ça donne de l'avoir joué, parce que du coup, moi, je l'ai lu, et je trouve que c'est un texte qui se lit très très bien, qui est vraiment très intéressant. Je vous lis le début, parce que je trouve ça toujours intéressant de vous partager l'expérience que j'ai pu moi-même ressentir. Si vous marchez dehors, à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas. Et cette chose, moi, je peux vous la fournir. Car si je suis à cette place, depuis plus longtemps que vous, et pour plus longtemps que vous, et que même cette heure, qui est celle des rapports sauvages entre les hommes et les animaux, ne m'en chasse pas, c'est que j'ai ce qu'il faut pour satisfaire le désir qui passe devant moi. Et c'est comme un poids dont il faut que je me débarrasse sur quiconque, homme ou animal, qui passe devant moi. C'est pourquoi je m'approche de vous, malgré l'heure qui est celle où d'ordinaire l'homme et l'animal se jettent sauvagement l'un sur l'autre. Je m'approche, moi, de vous, les mains ouvertes et les paumes tournées vers vous, avec l'humilité de celui qui propose face à celui qui achète, avec l'humilité de celui qui possède face à celui qui désire. Et je vois votre désir comme on voit une lumière qui s'allume à une fenêtre tout en haut d'un immeuble dans le crépuscule. Je m'approche de vous, comme le crépuscule approche cette première lumière, doucement, respectueusement, presque affectueusement, laissant tout en bas, dans la rue, l'animal et l'homme tirer sur leurs laisses et se montrer sauvagement les dents. C'est un texte profond avec beaucoup d'images et d'opposition entre l'homme, l'animal, la lumière, les ténèbres, celui qui possède, celui qui n'a pas. C'est un texte étonnant. Pour le coup, j'ai été très surpris parce que je ne pensais pas autant l'aimer. Et vraiment, quand je me suis lancé là-dedans, j'étais un peu confus comme vous, en train de me dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas une pièce de théâtre. Il fait que parler tout seul. » Peut-être ce qui me plaît le plus avec Coltès, c'est qu'il vous donne ça et il vous dit un petit peu « Débrouillez-vous avec ». Le dealer, il n'a pas de nom. Le client, il n'a pas de nom. Où ça se passe, on n'en sait rien. Comment ça se termine, on ne sait pas trop. C'est à vous d'interpréter, de creuser, de vous dire, bon, qu'est-ce que j'en fais de tout ça ? Et c'est là où ça devient extraordinaire, c'est que du coup, en tant que metteur en scène, vous avez une réelle possibilité de réinventer, de créer, d'en faire quelque chose de tout à fait différent de ce qui existe. Il y a une liberté. Il nous écrase avec cette liberté-là, et puis après à nous d'en faire ce qu'on veut. Donc moi, j'ai pris la liberté d'en faire comme deux personnages qui ont du désir et qui jouent à ce petit jeu de qui désire l'autre. Est-ce que toi, tu me désires moi ou est-ce que c'est moi qui te désire, etc. Très intéressant. Vraiment une belle petite pièce qui m'a quand même donné envie par la suite de retourner dans l'univers de Coltès. Le meilleur pour la fin et sans surprise. J'ai fini la Guilde des Ombres. Yeah! Confetti, tout ce que vous voulez. Mais ça y est, c'est la fin de cette très longue romantaisie. Et sans surprise, c'est une déception sur la fin. Maintenant que j'ai une vision globale de la Guilde des Ombres, je peux vous dire que le début est quand même la meilleure partie, parce que je pense que c'est là où l'autrice maîtrisait le mieux ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire la romance et des histoires dans un lieu confiné, j'en sais rien, l'école, l'université, tout ce que vous voulez. Là, je trouvais que c'était pas ma tasse de thé, clairement, mais c'était quand même mieux maîtrisé, plus construit, je dirais. Toute la partie 2 et 3, c'est là où la fantaisie est censée quand même prendre davantage le dessus. Je suis désolé, le tome 2 et le tome 3, c'est qu'un très long voyage pour trouver des alliés. Et à la fin du tome 3, ils en sont encore à trouver des alliés, 10 chapitres avant la fin. L'univers est chouette, sympa, honnêtement. L'autrice y a réfléchi, elle a trouvé des choses avec des divinités, des dragons, des pouvoirs. Mais c'est quand même très sous-exploité. Et ça ne me fait pas rêver. Voilà, la fin a été pour moi quand même une délivrance. Si au début le roman me faisait quand même beaucoup rire et j'appréciais encore, je trouvais ça, j'avais envie d'avoir des surprises. Par la suite, tout ce qui devait venir, je l'avais vu venir. C'était pas très surprenant et on s'ennuyait en fait sur le développement des personnages. Tout était déjà vu, refait à l'intérieur même de la saga.
on n'allait pas très loin. On inventait des histoires là où il n'y en a pas, donc à un moment donné, la gamine se rebelle, mais on comprend pas trop pourquoi, et puis très vite, finalement, elle change d'avis, bah oui, peut-être que par rapport à la romantasy classique, c'est beaucoup plus romantasy, ça c'est sûr, c'est clair, mais ça reste pour moi un premier essai, je dirais, d'une autrice qui tente d'explorer un nouveau genre, et là-dessus, tant mieux. Hein, je veux dire, en plus, je crois qu'elle est française et je l'encourage vivement à continuer là-dessus. Moi, ça a clairement pas été ma tasse de thé, mais je pense que ça peut plaire à beaucoup, beaucoup de personnes qui adorent justement la romantasy, sûrement. Un point qui m'a quand même vraiment, vraiment dérangé, c'est qu'il y a quand même, je trouve, un problème avec la définition de ce que c'est être une femme, et beaucoup de personnages très différents, finalement, trouvent leur conclusion dans le fait de devenir mère. C'est la conclusion de plein de personnages qui, même celles et ceux qui au début disent je veux pas d'enfants, ou qui prennent une carrière qui les font qu'elles n'auront pas d'enfants, ou qui ne peuvent pas avoir d'enfants, à tout moment, à la fin, elles ont toutes des enfants. Elles sont toutes heureuses d'en avoir, et elles ont l'impression d'être complètes grâce à ça. Et moi, ça me dérange toujours un petit peu dans un roman où d'ailleurs les gamines deviennent mères très tôt, avec un instinct maternel très fort et très profond. Ouais, faites quand même attention, parce que là encore, c'est quand même un discours qui m'effraie un petit peu, j'allais dire, à notre époque. Voilà, le discours de la mère qui est capable de déplacer des montagnes pour son enfant. Il faut faire attention à ce que ça véhicule, à ce que ça renvoie, à ce que ça impose aussi comme, j'allais dire, poids sur les épaules des jeunes filles, des jeunes mères. Voilà, j'ai pas grand chose à dire d'autre. C'est la fin de la Guilde des Ombres. Je me sens un petit peu délivré. Mais une question subsiste. Je l'écoutais en audio. Et maintenant, je ne sais plus trop quoi écouter en audio. Je ferai un jour, promis, une vidéo sur ma manière de lire, à la fois sur la liseuse, sur le livre et sur l'audio, parce que je pense que c'est intéressant et ça peut peut-être vous aider ou vous conseiller certains ou certaines. En attendant, finito, bye bye, la Guilde des Ombres. Voilà, voilà, ça c'était mes lectures de janvier, et vous pouvez comprendre pourquoi je suis un petit peu cassé, épuisé, mais c'est pas grave, j'ai tout de suite enchaîné et repris. On en parlera dans une prochaine vidéo, mais j'ai décidé de finir le cycle de la Tour de Garde, Capitale du Nord, Capitale du Sud. Là, je suis en train de lire le tome 3 de Capitale du Sud, et j'avance à toute vitesse, parce que 1, j'aime bien, parce que 2, ça se lit bien, et parce que 3, je suis super, super motivé. Voilà, voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très très bonne journée, j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, ce que vous lisez, ce que vous me conseillez. Je sais que j'avance pas très très vite, que je suis pas toujours assez là. Mais je vous remercie infiniment à chaque fois de vous retrouver, c'est toujours un très grand plaisir. Merci beaucoup tout le monde, bye bye.